Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir. Et alors, avant que j'oublie, j'ai pas mal de petites choses à dire, avant que j'oublie, pensez à mettre votre téléphone sur silencieux. Voilà, et puis, je voulais commencer par remercier Lohan. Lohan donc, a déjà fait 2 conférences ici. Pour ceux qui n'y étaient pas, je rappelle c'est un de nos collègues, prestataires. Donc il a travaillé sur cette conférence, il a préparé et présenté de façon totalement bénévole, motivé par sa seule passion pour l'histoire et aussi par l'amour visible de transmettre. Ça mérite bien des applaudissements. Alors, ces 2 premières conférences portaient sur des événements assez lointains, la guerre de 30 ans et la campagne de Russie. Donc, suffisamment lointains maintenant pour que ces événements nous parlent à travers des chapitres sur les livres d'histoire et ils font partie de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est un peu. L'événement couvre une dimension assez différente, une résonance différente. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, les armes allaient se taire. Pour les plus anciens d'entre nous, on a grandi avec, au milieu d'anciens combattants. Et pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez tous entendu parler d'un arrière-grand-père qui était à Verdun ou qui était dans les Balkans. Vous avez tous entendu parler d'une arrière-grand-mère qui a tenu toute seule sa famille, sa ferme, dans sa campagne complètement désertée par les hommes. Et 100 ans, ça paraît loin comme ça, mais en fait, à travers ces personnes, on a l'impression qu'on peut toucher la période, en tout cas la période nous touche. Voilà. Alors cette conférence, elle s'inscrit dans la conférence qu'on fait habituellement, elle est complètement dans le rôle de la commission culturelle pour faire circuler la culture, transmettre, partager, faire découvrir. Aujourd'hui, avec les membres de la commission culturelle, on voudrait lui donner une autre dimension et lui donner la solennité qui convient. Et puis marquer aussi notre contribution à célébrer cet anniversaire. Voilà, Lohan, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour la conférence consacrée à 1918, la guerre des Der. Alors Pierre a fait une super intro, il a à peu près dit tout ce que je voulais dire en guise d'intro. Donc effectivement, c'est une guerre qui nous a touchés, de parce qu'on a forcément, en cherchant bien dans notre généalogie, quelqu'un de notre famille qui a participé de près ou de loin. On la connaît aussi parce qu'on l'a souvent rebâchue dans les manuels scolaires quand on était au collège ou au lycée. On a souvent tendance à trop simplifier la Première Guerre mondiale comme une simple guerre de tranchées, notamment sur le front de l'Ouest, ce qui n'a pas vraiment été le cas, notamment à la dernière année que je vais vous présenter ici, 1918. Alors, tout commence le 14 juillet 1919. Le temps est superbe et la foule en liesse se prépare à venir sur la place de l'Étoile et sur les Champs-Élysées. Tous viennent acclamer le défilé de la victoire, un 14 juillet comme la France n'en avait alors jamais connu. En guise du début du cortège, les gueules cassées participent au début du cortège pour bien signifier l'hommage qu'on leur rend. À peu près un bon millier d'entre eux vont, à partir de la place de l'Étoile, défiler devant une foule en liesse. Suit enfin les 3 maréchaux de la victoire, Joffre, Pétain et Foch, à qui on leur a tous donné un bâton de maréchal. Et enfin, tous les alliés qui ont fait le déplacement, y compris les Japonais, et enfin l'armée française qui achève le défilé pour bien montrer la prépondérance de l'armée française. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'armée française est sûrement la plus puissante du monde entier. On assiste à un ensemble hétéroclite de fantassins qui n'ont plus rien à voir avec ceux de 1914.
ceux où vous avez forcément toujours avec la fleur de fusil et avec le pantalon Garance. Et un ensemble aussi de chars, d'artillerie, également d'avions, dans lesquels la France est en pointe de la technologie en 1919. Clémenceau s'était écrié en voyant ce défilé qui a vu ce jour a vécu. Et effectivement, ce jour-là, la France communique véritablement avec son armée. Donc voilà à peu près donc, la photo qui servit donc, de modèle au tableau que vous venez de voir juste avant. Et nous allons donc revenir un petit peu dans le temps et expliquer à quoi ressemble le front alors au 1er janvier 1918. Alors, je remercie énormément la chaîne YouTube The Great War, avec qui j'ai beaucoup pris des cartes. Voilà. Alors, sur la carte, d'abord, le premier camp, donc les puissances centrales, dominées par l'Empire germanique, le Second Reich, avec comme allié principal l'Autriche-Hongrie, le Tsarat de Bulgarie ici, et enfin l'Empire ottoman. Cet ensemble territorial forme ce qu'on appelle à l'époque la quadruplice. Et en ce début de 1918, la situation est plutôt favorable. En face, les Français, les Anglais, les Russes, qui formaient jadis la Triple Entente, et à qui s'est rajouté donc le Royaume d'Italie, et enfin deux petits alliés dont on ne parle pas forcément souvent, la Grèce, le Portugal, évidemment la Belgique qui est occupée, et la Serbie aussi qui est occupée mais qui continue de se battre, et ce que vous ne voyez pas sur la carte, les États-Unis et le Japon, qui ont rejoint la guerre. Alors, il y a plusieurs fronts en ce début donc, de 1918, donc forcément tous celui que vous connaissez, le front français, mais également donc, un immense front russe à l'est, un front italien qui a commencé en 1915, et un front dans les Balkans à côté de Salonique, et enfin, du côté des Ottomans, un front dans le Caucase, en Irak et en Palestine. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un conflit total qui englobe tout le continent européen. Et j'ajouterai également un conflit naval sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Et donc je disais que la situation était plutôt favorable à ce moment précis pour les Allemands. En effet, en ce début d'année 1918, ou plutôt à la fin de l'année 1917, je suis un peu vite, voilà. La révolution bolchevique éclate en Russie. Alors, c'est dû au fait que la Russie a subi de graves défaites sur le front de l'Est, mais également un pays qui est en voie de décomposition complète, déjà depuis bien avant la guerre. Lénine, que vous connaissez peut-être sûrement tous, avec Trotsky et quelques-uns de ses acolytes, vont prendre le pouvoir dans la nuit du 7 au 8 novembre 1917, dans ce qu'on appelle alors la révolution d'octobre. Alors, vous noterez le petit décalage, c'est parce que le calendrier russe est décalé par rapport au calendrier grégorien. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la révolution d'octobre a lieu en fait en novembre de notre calendrier. Et durant cette révolution, le pouvoir donc, va changer en Russie, où Lénine et ses acolytes, donc les soviets, vont prendre le pouvoir dans la majeure partie des territoires au niveau de Petrograd et de la Moscovie. Et en périphérie, la population donc, va également se soulever. Donc c'est à peu près au cri de liberté, pain, que les ouvriers et les paysans rejoignent le mouvement bolchevique, mais ils vont vite entrer en désillusion, car à ce moment-là, donc, le chaos va s'abattre sur le pays et la guerre civile russe peut commencer, qui opposera principalement les rouges bolcheviques et les blancs contre-révolutionnaires. Alors évidemment, cette révolution bolchevique, elle n'est pas venue toute seule. Elle a été plus ou moins aidée par les Allemands qui envoyaient les bolcheviks un moyen de faire une paix séparée avec la Russie et de se tailler un véritable empire. Alors à ce moment-là, en Allemagne, on a ce qu'on appelle les Dioscures, donc du surnom qu'on donnait à l'époque pour les jumeaux Ivan, Castor et Pollux, mais qui désigne ici le tandem qui détient véritablement le pouvoir en Allemagne. Donc à gauche, sur le tableau, vous voyez Paul von Hindenburg, que vous connaissez sûrement, c'est l'un des plus grands généraux donc, de la Première Guerre mondiale, et également le dernier président de la République de Weimar, qui donnera le pouvoir à Hitler en le nommant chancelier. Et à sa droite, un homme un peu moins connu, son quartier-maître, Erich Ludendorff. Alors Erich Ludendorff, c'est un homme qui vient de l'Est, qui parle couramment le russe, il a une ascendance suédoise,
Et il a été donc formé par Schlieffen. Schlieffen, c'est l'homme qui avait conçu pour l'état-major allemand le plan d'invasion de la France et qui avait échoué avec la victoire de la Marne en 1914. Donc c'est vraiment un officier d'état-major pur jus qui sort donc de l'école allemande et pour qui la tactique prime sur la stratégie. Et c'est véritablement lui qui va exercer le pouvoir en ce début d'année 1918, exerçant une quasi-dictature militaire, et il prend donc à peu près seul les décisions majeures pour le pays. Donc il va se servir du symbole qu'est Hindenburg, et parce qu'il est donc son maître, et il se sert de son symbole qui représente pour diriger les masses, et donc il lui demandera de paraître, tandis que lui suffira d'être. En France aussi, on assiste à un changement de pouvoir. À la fin de l'année 1917, Poincaré, le président de la République de l'époque, décide de nommer à la présidence du Conseil, qui est donc l'un des postes les plus importants dans la Troisième République, Georges Clemenceau, qu'on surnomme aujourd'hui le Père de la Nation. Alors ce n'est pas un enfant de cœur. Clairement, il a un tempérament et un caractère bien sanguin, antimilitariste dreyfusard, souvent fait pour les très grandes crises. Il va d'ailleurs se déchaîner avec passion quand la guerre commencera. Il écrira dans son journal L'Homme enchaîné « Les Prussiens sont à Noyon » et il accablera de sarcasme les gouvernements successifs qui ont pris le pouvoir en France durant le début de la guerre. Finalement, à force d'être impossible, il va finir par devenir indispensable, un peu comme le sera Churchill en 1940, et Poincaré, oubliant toutes ses injures, le nomme donc à la présidence du Conseil. Et à ce poste, il va se révéler être un magnifique simplificateur. Dans quelques saillies, il fait taire le Parlement, il redonne le moral à la nation, arrête la décomposition du pays qui avait suivi l'offensive Nivelle, et nomme autour de lui des ministres qui lui sont entièrement dévoués. Alors effectivement, il va commettre quelques erreurs parce qu'il va régler quelques comptes personnels, mais dans des temps de crise majeure que connaît la France, cette fin d'année 1917, il fallait bien quelqu'un d'exceptionnel comme lui, mais aussi parfois un peu d'injuste. Et son programme s'est résumé très simplement par la phrase qu'il dit souvent dans ses discours « Je fais la guerre ». Il se consacre donc entièrement à la guerre pour enfin permettre à la France de sortir victorieuse du conflit qui déjà depuis 3 ans accable le territoire et sa population. Alors, tout à l'heure je vous ai parlé d'un conflit qu'on ne parle pas souvent dans la guerre 14-18, c'est tout l'aspect maritime qui a eu lieu entre les différents belligérants. Alors, c'est un facteur qui est majeur. Pourquoi ? Dès le début de la guerre, les Alliés, ayant la supériorité maritime, vont en profiter pour instaurer un véritable blocus naval sur toutes les puissances centrales, et en premier lieu, l'Allemagne. Alors ici, un super tableau de la Home Fleet, la Royal Navy, en mer du Nord, qui va donc faire très habilement le blocage des voies maritimes pour l'Allemagne en mer du Nord et dans la Manche. Et les Allemands chercheront en vain à trouver une voie d'accès dans ce blocus, qui donnera d'ailleurs lieu à la bataille du Jutland, donc qui sera d'ailleurs non concluante. Toujours est-il qu'on oublie souvent, mais la marine française également a joué un rôle très important pour la Première Guerre mondiale. Tandis que les Anglais se chargent principalement de la mer du Nord et donc d'affronter la Kaiserliche Marine des Allemands, les Français, ainsi qu'aidés avec les Italiens en 1915, vont faire le blocus des côtes austro-hongroises et ottomanes. Et ils vont prendre le contrôle de toute la Méditerranée à cette époque. La marine française, elle est très importante parce qu'elle assure le lien entre la France et ses colonies. Elle assure également le ravitaillement des troupes qui sont disséminées dans toute la Méditerranée. Et donc, comme j'ai dit, elle fait le blocus des puissances centrales. Ce blocus, en ce début d'année 1918, il commence à se faire sentir furieusement les effets. On assiste à des pénuries énormes. Alors, pour essayer d'enlever ce blocus naval, les Allemands voulaient donc essayer de faire plier l'Angleterre par un nouveau concept de guerre qu'on appelle la guerre sous-marine à outrance. Alors non, la guerre sous-marine à outrance, elle n'avait pas commencé à la Seconde Guerre mondiale, mais déjà avec la Première Guerre mondiale, où les Allemands vont innover avec leur U-boat en pratiquant la guerre sous-marine d'une ampleur qu'on n'avait encore jamais vue. Alors pourquoi outrance ? Outrance, en fait, ça veut tout simplement dire que les sous-marins allemands se contentent de couler sans distinction des navires militaires et civils qui circulent pour les Alliés. Et donc c'est en violation complète du droit coutumier de la mer
qui, normalement, pour les bâtiments civils, les marchands, les sous-marins sont censés donc se présenter à côté donc, du bateau, lui donner un avertissement et s'assurer que l'équipage soit sain et sauf, entre guillemets. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Alors évidemment, cette conduite de la guerre sous-marine à outrance qui est menée à partir de 1917 va furieusement aligner l'opinion des États-Unis, qui s'en servira comme casus belli et ensuite déclarera la guerre à cause de ça. Malgré tout, cette guerre sous-marine n'aura pas l'effet escompté, puisque le tonnage des Alliés restera à un niveau suffisant pour s'assurer du ravitaillement en blé, en ressources pour les puissances que sont l'Angleterre et la France. Puis bon, à cette époque, les sous-marins et les bateaux n'étaient pas forcément très bien équipés, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de sonar, donc tout se fait un petit peu à l'aveuglette, au périscope. Et notamment quand les Alliés vont inventer le système du convoi qui va protéger donc, les navires marchands, on va assister vraiment à une baisse de l'activité sous-marine. Et donc en ce début d'année 1918, on peut déjà dire que la victoire est gagnée. Ça paraît surprenant. En fait, avec le blocus naval, les puissances centrales sont déjà à bout économiquement. Comme je vous l'ai dit, il y a des énormes pénuries alimentaires et de ressources qui ont lieu donc, dans l'Allemagne, qui va donner lieu à des émeutes de la faim, des famines et donc des milliers de morts. On assiste à la réapparition de maladies dues à la malnutrition ou à la sous-nutrition. Et déjà, le manque de ressources stratégiques se fait sentir dans de nombreux domaines, notamment l'automobile. Donc là, voici un exemple que l'Allemagne a réussi à innover parce qu'ils mettent en place une véritable industrie d'innovation pour essayer de pallier le manque de ressources. Donc j'aime beaucoup cet exemple parce que les Allemands, donc, à court de caoutchouc, vont décider d'équiper leurs automobiles avec des pneus d'acier montés sur ressort. Donc bon, fallait oser. Faut voir aussi, je pense, l'état des routes après le parcours de ces automobiles et le bruit que ça devait faire. Mais bon, toujours est-il que sous cet aspect un petit peu comique, il y a eu effectivement des milliers de morts allemandes, autrichiennes, turques, dues à ce blocus, et cela fait donc déjà peser fortement la balance en faveur des Alliés à ce moment-là. Alors évidemment, pour compenser ce blocus naval, les Allemands se sont dit, bon, bah, tournons-nous vers l'Est. Avec la révolution bolchevique, comme je l'ai dit, il y avait donc l'espérance de conclure une paix séparée avec le nouveau gouvernement russe. Donc ici, sur cette photo, vous voyez la délégation soviétique qui s'est rendue à Brest-Litovsk. Alors Brest-Litovsk, c'est une petite ville de Pologne où les Allemands, les Autrichiens et les Russes sont en train de négocier un accord de paix. Sauf que devant les conditions de paix demandées par les Allemands, très excessives et très léonines, les Soviétiques, et Trotsky le premier que vous voyez ici sur la photo, va plusieurs fois faire l'aller-retour et faire tout dans sa mesure pour piétiner les négociations. Finalement, les Allemands, excédés devant une telle légèreté de la part des Soviétiques, décident une dernière fois de mettre le paquet sur le front russe, et durant donc, le début de l'année 1918, les Allemands vont faire une énorme poussée, comme vous voyez ici sur la carte. Ils vont avancer jusqu'à Rostov en Ukraine et presque au port de Petrograd tout au nord. À ce moment-là, tout s'effondre pour les bolcheviks. Lénine se résigne enfin à signer la paix et crée à ce moment-là l'armée rouge, dont on en reparlera plus tard. Toujours est-il que les conditions de paix à Brest-Litovsk sont terribles pour la Russie. Elle se voit amputée de la Finlande, des pays baltes, d'une partie de la Biélorussie, de la Pologne et surtout de l'Ukraine. L'Ukraine représentait un énorme potentiel en blé et en fer pour la Russie. On disait même à l'époque que sans l'Ukraine, la Russie ne serait plus une grande puissance. Toujours est-il que les Allemands décidaient d'écraser une bonne fois pour toutes cette puissance slave à l'Est, donc imposent ce traité de paix, et avec tous les nouveaux États qui viennent d'apparaître, en faire une sorte d'immense espace économique à leur solde, qu'on appellera plus tard la Mitteleuropa, et qui vont dès donc cette année 1918 mettre en avant. Ils vont tout faire pour essayer de s'emparer des champs de blé et des mines d'acier dans l'Ukraine pour compenser la famine alimentaire, mais finalement, au bout du compte, en cette année, ils vont récupérer une quantité de blé tellement négligeable que ça ne couvrira pas du tout leurs besoins. Le pays ukrainien sera donc en proie à un certain chaos. Mais cela n'arrête pas les ambitions allemandes complètement démesurées à cette époque, car un certain enthousiasme avait prédominé alors dans le gouvernement.
Merci. Alors, dans leur grande ambition, comme je vous l'ai dit, ils ont tenté donc de s'emparer également du pétrole dans le Caucase. Alors vous vous dites sûrement, oh là, on se trompe de guerre. C'est sûrement dans la Seconde Guerre mondiale, vous avez tous entendu parler que Hitler voulait s'emparer des puits de pétrole de Bakou, mais c'était déjà le cas à la Première Guerre mondiale. Ludendorff écrira d'ailleurs que le pétrole était d'une importance stratégique majeure pour les puissances centrales, et c'est la raison pour laquelle les Allemands, vers mai 1918, montent une expédition, ils débarquent en Géorgie pour imposer une sorte de protectorat tout autour du Caucase aux grands dames de leurs alliés turcs, qui à ce moment-là poussent en Arménie et également en Azerbaïdjan. Donc Bakou, ici vous voyez sur la carte, et qui recèle de très nombreuses réserves en pétrole. Finalement, quand les Turcs arriveront avant les Allemands à Bakou, un accord sera finalement signé où ils acceptent de livrer 33% du pétrole, entre guillemets, à l'Allemagne. Évidemment, ça ne se fera jamais dans la réalité, parce que de toute façon, les distances sont beaucoup trop éloignées, et il n'y a absolument aucun moyen de traiter le pétrole à Bakou. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable expédition. Donc voici une petite photo de quoi ressemblaient à l'époque les champs pétrolifères. Finalement, avec la décomposition qui viendra plus tard à l'ouest, les Allemands et les Turcs n'en profiteront jamais, et les Soviétiques récupéreront beaucoup plus tard les pétroles donc, de Bakou et les enfants de République soviétique. Alors maintenant, intéressons-nous un tout petit peu donc, aux autres fronts dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, et notamment le front italien. Alors l'Italie avait rejoint le camp des Alliés en échange de compensations et de gains territoriaux, notamment le Trentin, l'Istrie, la Dalmatie, enfin bref, toutes les terres supposées habitées majoritairement par des Italiens. Donc finalement les Italiens se décident et en 1915 déclarent la guerre uniquement à l'Autriche mais pas à l'Allemagne. Et évidemment l'Allemagne, par solidarité avec son allié, déclare à son tour la guerre à l'Italie. Finalement les Italiens vont piétiner comme tout le monde dans les Alpes et sur les fleuves qu'on appelle alors à l'époque l'Isonzo, qui est un fleuve maintenant qui sépare l'Italie de la Slovénie. Et si vous voulez énerver les Italiens, vous avez qu'à juste dire Caporetto et ils vont fortement s'énerver. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Caporetto, c'est sûrement la pire défaite qu'ont connue les Italiens, du moins à cette époque. Les Austro-Hongrois ont percé le front dans un petit village qui s'appelle Caporetto, sur le fleuve donc, de l'Isonzo, et cela va provoquer une immense débâcle auprès des Italiens. Finalement, ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est qu'ils vont réussir à se rétablir ici sur le fleuve de la Piave, mais une grande partie de la Vénétie sera occupée par les Austro-Hongrois. Heureusement pour les Italiens, Caporetto va agir comme une sorte de coup de fouet. Alors qu'ils espéraient finalement entrer dans la guerre avec le moins de pertes possible, ils vont devoir s'y mettre à fond pour pouvoir vaincre les Austro-Hongrois. Finalement, l'armée italienne va se transformer grâce à cet homme, donc Armando Diaz, qui est nommé à ce moment-là, après Caporetto, donc, au commandement des chefs des armées italiennes. Alors, Armando Diaz, c'est un napolitain plus froid qu'exubérant, artilleur de formation, et qui s'illustra fortement, notamment donc, après la bataille de Caporetto, sur le rétablissement de la Piave. Donc il remplace le général Luigi Cardona, et il va, par son caractère, sa patience et son humanisme, transformer l'armée italienne pour accomplir la revanche en cette fin d'année que je vous expliquerai plus tard. Toujours est-il que sa nomination fait le plus grand bien à l'armée italienne, qui exerçait alors la plus grande brutalité auprès de ses soldats, où de nombreux services corporels sévissaient. Et tout cela, il va l'arrêter, et il va prendre le temps de rétablir l'armée, et elle sera prête en septembre 1918 pour la dernière grande offensive sur le front italien. Toujours un peu plus à l'est, dans les Balkans, je vous ai aussi parlé de Salonique. Donc, il faut savoir, il ne faut pas oublier, que la guerre avait commencé avec la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. La Serbie avait réussi à résister pendant 2 ans aux assauts austro-hongrois et germains. Finalement, avec l'entrée en guerre de la Bulgarie auprès de la Quadroplice, la Serbie avait été complètement occupée, mais l'armée serbe avait réussi à s'échapper. Grâce aux flottes alliées, ils ont pu se rétablir sur une ville du nom de Salonique, qu'on appelle aujourd'hui Thessalonique, en Grèce, qui est la deuxième ville la plus importante. Je vous montre juste sur la carte, c'est ici. Donc, si vous connaissez un petit peu la géographie grecque, c'est vraiment au nord. C'est la deuxième ville la plus importante, et c'est donc là que les Alliés, notamment les Français et les Anglais, vont créer une nouvelle armée,
pour ouvrir un nouveau front et maintenir des troupes germaines et bulgares sur ce front. Alors Clémenceau les avait appelés avec un certain mépris, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les jardiniers de Salonique. Mais en fait, cette idée fait sens. L'armée française d'Orient, elle est là pour garantir les intérêts français dans les Balkans. Ça paraît un peu bizarre quand on sait que la patrie est menacée, mais ça va avoir un très grand rôle par la suite, parce que Salonique va agir comme une sorte d'écharpe dans le pied que les puissances centrales ne pourront jamais enlever, et qui va se transformer en une véritable infection, entre guillemets. Alors, le dernier front que je voulais vous parler, c'est ceux que l'Empire ottoman a à sa charge. Alors, on a beaucoup médit du soldat turc. On disait souvent que c'était un soldat de troisième zone, qui ne sait pas vraiment se battre, qui a uniquement besoin des Allemands en tant qu'officier, mais c'est pas tout à fait vrai. Le soldat turc est un peu rustique, il se contente de peu et il va défendre pied à pied la Palestine, l'Irak, et il va infliger même une énorme défaite en 1915 aux Alliés aux Dardanelles. La fameuse bataille de Gallipoli, vous avez peut-être entendu parler. Toujours est-il qu'en ce début d'année 1918, les Ottomans tiennent encore bon sur la plupart des fronts sur lesquels ils sont engagés. Donc voici un petit peu sur la photo des soldats et des officiers qui posent victorieusement en Palestine, où ils viennent encore de remporter une petite victoire contre les Anglais d'Allenby. Alors Allenby était le général en chef des armées anglaises à ce moment-là sur ce date d'opération. Alors, avec la décomposition du front russe, Ludendorff se dit qu'il y a un coup à jouer majeur. Il décide donc de rapatrier un très grand nombre de divisions à l'est pour apporter la décision à l'ouest. Pourquoi? Parce que quand les États-Unis déclarent la guerre en 1917, les troupes américaines ne sont pas prêtes, et en ce début de printemps 1918, seule l'armée française et anglaise tiennent encore le front français. Et avant qu'ils se submergeaient par la puissance numérique et économique des Alliés, les Allemands décidé d'hâter la victoire en remportant une immense victoire à l'ouest. C'est donc ce que décide Ludendorff ici, que vous voyez sur la photo, et au centre d'ailleurs on voit le Kaiser Guillaume II, qui finalement se contentera juste de dire oui à toute leur décision, mais qui n'exercera plus vraiment le véritable pouvoir. Et donc, les Allemands décident d'attaquer en ce 21 mars 1918, dans ce qu'on appellera plus tard les offensives de printemps ou la bataille du Kaiserschlacht en allemand. Ludendorff décide d'abord de frapper la British Expeditionary Force, qui tient le secteur de la Picardie. Et en ce 21 mars 1918, une énorme préparation d'artillerie a lieu sur le front anglais. Alors, plus d'1 million d'obus sont tirés. C'est un véritable orage de feu et d'acier qui est lancé sur les défenseurs britanniques, qui sont complètement submergés par la puissance de feu et surtout par l'écrasante supériorité numérique des Allemands, qui débouchent avec plus de 74 divisions et assomment les défenseurs. L'une des 5 armées britanniques est anéantie, plus de 144 000 Britanniques sont mis hors de combat. Dans ce trou béant qui se forme, ce qu'on appellera la poche de Montdidier sur la carte, donc c'est le numéro 1 ici, les Anglais commencent à paniquer, mais les Français décident de réagir, et donc Pétain envoie ses réserves blindées pour colmater la brèche. Alors, l'armée française a un énorme avantage par rapport à l'armée allemande, c'est qu'elle dispose d'une motorisation bien plus avancée. Elle est capable de déplacer d'un point A à un point B une quantité incroyable de troupes en un espace de temps très court. Et c'est notamment grâce à ça que les Français vont réussir à colmater la brèche ouverte par les Allemands et finalement endiguer l'offensive au bout d'une semaine. Finalement, l'offensive allemande s'essouffle. Donc ici, là, une petite photo des soldats allemands qui se lancent à l'assaut des tranchées britanniques. Donc on l'appelle aussi d'ailleurs l'offensive Michel ou l'offensive Michael, du nom de l'archange de la religion chrétienne. D'ailleurs, les Allemands sont assez imaginatifs sur le nom des offensives, qui verront plus tard. Quoi qu'il en soit, les Allemands vont s'apercevoir qu'ils n'ont rempli aucun objectif stratégique qui s'était donné. Ils souhaitaient percer jusqu'à Amiens, rompre la liaison entre les forces françaises et les forces britanniques, et épuiser les réserves. Et finalement, Ludendorff s'aperçoit qu'il a perdu autant d'hommes
que les défenseurs, mais ils décident malgré tout de poursuivre cette stratégie, ou plutôt cette tactique entre guillemets, et cette fois recommencent ces coups de butoir un peu plus au nord. Mais devant cette crise, les Alliés décident de nommer un commandement unifié. Il faut savoir qu'au début de l'année 1818, chaque armée avait encore son propre état-major, ce qui donnait lieu pas forcément à une meilleure optimisation des troupes. Alors les Alliés décident de nommer Ferdinand Foch à la tête du commandement allié. Ferdinand Foch, que vous voyez ici, là, le torse bien bombé, la tête en arrière, qui donne une impression de grandeur, les pieds solidement enracinés donc, sur le sol, va être le chef idéal pour la coalition des Alliés. Très, très bon diplomate, mais également très bon tacticien, il saura donc mener à bien les offensives, les contre-offensives qui auront lieu après. C'était vraiment le commandant qu'il en fallait pour chapeauter toutes les armées. D'ailleurs, Foch dira un peu plus tard, sans nom sans ironie, qu'il avait moins d'admiration pour Napoléon depuis qu'il commandait des coalitions. C'est pour vous dire la difficulté donc, de mener à bien des armées de différentes nationalités. Donc les Allemands recommencent leur coup de butoir. Cette fois, ils attaquent les Flandres, qui sont toujours tenus par les Britanniques, mais cette fois, les Britanniques ont retenu la leçon et arrivent à contenir la poussée allemande sans l'aide des Français. Et donc, Ludendorff, toujours fidèle à cette tactique de coup de butoir pour épuiser donc, les armées alliées, va recommencer 3 fois encore ce type d'opération. Donc les plus dangereuses, je l'avais dit, c'était la première, et aussi la troisième, cette fois portée contre l'armée française, parce que la 6e armée française du général Duchesne avait refusé d'appliquer la doctrine de Pétain, qui s'appelle la doctrine de défense en profondeur. Et finalement, leurs troupes sont assaillies et submergées par l'attaque allemande, mais ils réagiront avec une grande efficacité un peu plus tard. Et finalement, au bout du compte, après donc 5 offensives majeures durant le printemps et le début de l'été, les Allemands s'interrogent. Ludendorff a déjà perdu plus de 400 000 hommes et tout son potentiel offensif, ses meilleures troupes, dans l'attaque des positions fortifiées alliées. Il n'a pas obtenu la décision qu'il voulait, et pire encore, il s'est affaibli parce que la formation de saillants que vous voyez ici sur la carte rallonge considérablement la longueur du front, et donc forcément épuise les divisions allemandes qui commencent à diminuer à vitesse grand V. Alors, il décide malgré tout de reporter une dernière offensive générale en Champagne et sur la Marne, sauf que cette fois, les Alliés ne vont pas se laisser faire. Ils vont contre-attaquer vigoureusement à partir du 18 juillet, qui est une date d'ailleurs assez marquante, puisque c'est le tournant décisif, c'est à ce moment-là que les Alliés prendront définitivement l'initiative sur le front de l'Ouest. Alors les Français vont fortement innover, notamment avec l'emploi massif de chars FT Renault, que vous voyez ici sur la peinture, et vont être très bons dans la coopération interarmes. C'est-à-dire que l'armée française est sûrement une des premières à manier habilement toutes les armes qui existaient alors à cette époque, l'infanterie, l'artillerie, l'aviation, les blindés. Et ils vont le manier avec une telle efficacité qu'en quelques semaines, ils vont réussir à reprendre tout le territoire conquis par les Allemands durant le printemps 1918. Cette fois, les Alliés donc, prennent définitivement l'ascendant. Et donc c'est toute une série de contre-offensives qu'on appelle plus tard les contre-offensives Foch, visant à reprendre donc, le territoire français occupé, et surtout prendre d'assaut la ligne de fortification que vous voyez ici, qui ressemble à une sorte de barbelé, qu'on appelle la ligne Hindenburg, cette même ligne qui en 1917, où les Alliés s'étaient donc, entre guillemets, cassé les dents, notamment avec le Seyss-Nivelle et la bataille de Passchendaele pour les Anglais en Flandre. Et le franchissement de cette ligne de fortification va entraîner un immense désarroi moral pour les armées allemandes, qui espéraient tant se réfugier derrière cette ligne de fortification. C'est d'ailleurs à cette occasion des grandes offensives de l'été et de l'automne 1918 que les Américains vont enfin commencer à jouer un rôle militaire, mais plus ou moins secondaire. Ils vont intervenir dans ce qu'on appelle le saillant de Saint-Mihiel, que vous voyez ici dans le petit 4, qui est un petit saillant qui est plutôt excentré par rapport à l'axe du front principal, et qui est commandé donc, par le général Pershing, qui commande l'armée américaine. Et avec la victoire de ce saillant, ils vont prendre une telle confiance qu'ils vont vouloir mener des opérations de leur propre chef, mais qui échoueront un peu plus tard sur la Meuse et en Argonne. Ils vont piétiner
Et finalement, ce sont les Français qui vont mener l'ensemble de ces combats, la majeure partie de ces combats, vers la victoire. Alors, malgré aussi spectaculaire soit donc sur la carte comme on peut le voir ces résultats, ça n'entraîne pas encore la capitulation ou plutôt l'armistice allemand. La décision stratégique viendra ailleurs, et elle viendra dans les Balkans. Alors juste ici pour vous montrer un petit peu donc, le détail, d'un point de vue aérien, les Alliés vont complètement dominer aussi l'année 1918, avec plus de 6000 appareils sur le front ouest, donc anglo-français. L'industrie aéronautique française est d'ailleurs capable de produire 50 avions par jour à cette époque. Ils vont complètement balayer l'aviation allemande qui est à peu près équipée de 2200-2400 appareils. Et sur ce tableau ici, qui est très symbolique, on voit l'as René Fonck qui abat à bord de son SPAD plusieurs Fokker allemands. Voilà, donc ça c'est vraiment le symbole du tournant sur le front de l'Ouest où les Alliés écrasent l'armée allemande. Alors, je vous ai dit que la décision viendra d'ailleurs et elle viendra des Balkans. Donc, assez injustement ignorée, l'armée française d'Orient, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, va se retrouver à sa tête le général Franchet d'Esprey. Ce général va donc décider d'une immense offensive dans le courant de septembre 1918. Alors pourquoi? Parce que les réserves allemandes qui s'épuisent sur le front de l'Ouest ont dégarni donc, le front des Balkans. Et c'est à ce moment-là que Franchet d'Esprey estime que le moment est mûr pour attaquer. Et donc il attaque ici, dans ce qu'on appelle la bataille des monts de Dobro-Nodje, en Macédoine. Et le succès va être tel que les armées alliées vont réussir à libérer la Serbie en quelques semaines. Cette offensive majeure stratégique va déboucher sur la capitulation bulgare. Alors la Bulgarie, donc, qui était donc, une des puissances centrales engagées donc, dans la guerre aux côtés des Allemands, va donc cesser de se battre et elle signe donc un armistice le 30 septembre 1918. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la première puissance centrale à capituler et ça a surtout un impact majeur parce que, comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la carte, il y avait un lien territorial dans la quadruplice et ce lien est désormais rompu. Avec la sortie de la Bulgarie, maintenant c'est tout le front des Balkans qui est ouvert. Et donc les troupes françaises libèrent la Serbie. Donc ici on voit une magnifique photo des troupes alliées qui libèrent la ville de Uskub, qu'on appelle désormais Skopje, donc la capitale de la Macédoine du Nord, maintenant je crois qu'on l'appelle comme ça. Et ils vont attaquer donc l'Autriche-Hongrie qui se retrouve avec un nouveau front à gérer. Et surtout ça ouvre la porte de Constantinople. Pauvres Turcs, en effet, ils vont se retrouver donc seuls face à leur destin. Et donc devant les armées alliées qui avancent vers Constantinople, mais surtout des offensives majeures dans Palestine, notamment le général Ali qui va attaquer jusqu'à Damas avec l'armée arabe. Alors la révolte arabe, si vous connaissez peut-être un petit peu le film de Laurence d'Arabie, c'est donc les tribus arabes qui se révoltent contre le sultan donc, ottoman et qui souhaitent leur indépendance. Elles sont menées par le prince Faisal de la Mecque et aidées par le capitaine Lawrence. Et ces troupes arabes vont se battre aux côtés des Britanniques jusqu'à la libération donc, de Damas. Et toujours dans ce même film que je vous ai parlé, donc de Laurence d'Arabie, une fois arrivé à Damas, il y aura un conseil arabe qui se mettra en place avec le rêve de unifier une fois pour toutes le peuple arabe sous un seul et même État. Évidemment, ce rêve chimérique ne va jamais s'accomplir. Et les Alliés, notamment à la faveur de l'accord Picot-Sykes, vont vouloir se partager les restes de l'Empire ottoman, et notamment les provinces arabes. Toujours est-il que dans cette tentative donc, de panarabisme avant l'heure, il y aura un véritable ressentiment qui ressentira entre les Arabes et les forces alliées, notamment franco-britanniques, qui verront donc, donc la France se verra donc le droit de mettre en protectorat sur le Liban et la Syrie, tandis que les Anglais récupéreront la Palestine et l'Irak. Toujours est-il que ces offensives vont faire sortir à son tour l'Empire ottoman le 30 septembre 1918. Le 30 septembre 1918, les Ottomans donc, sortent directement de la guerre par l'armistice de Mouron. Et cette fois, les Autrichiens, les Austro-Hongrois vont être les prochains sur la cible.
Alors, je reviens donc sur le front italien. Donc sur le front italien, voyons donc la décomposition sur le front des Balkans des puissances centrales vont à leur tour déclencher une immense offensive qu'on appelle la bataille de Vittorio Veneto, qui a pour but de venger le désastre de Caporetto et de reprendre la Vénétie. Et Diaz, donc le général Armando Diaz, va y réussir avec une telle habileté qu'en quelques semaines, le territoire est complètement libéré et déjà les troupes italiennes poussent le plus loin possible dans le Trentin et dans l'Istrie pour récupérer un maximum de territoire. Il dira à cette occasion, les restes de l'une des plus puissantes armées du monde remontent les vallées avec lesquelles ils avaient descendu avec tant d'orgueilleuse assurance. Et donc, c'est la décomposition de l'Empire austro-hongrois et la fin de la dynastie des Habsbourg qui règne sur cet État multi-ethnique. L'empereur Charles Ier, que vous voyez ici sur la photo, va donc assister une dernière fois à la messe, où résonne une dernière fois l'hymne de Haydn, où au cri de Charles vive l'empereur, des sanglots éclatent dans la scène, et l'empereur Charles se démet de ses fonctions et est contraint à l'exil. Les Anglais d'ailleurs permettront à l'empereur d'Autriche de se réfugier en Suisse, puis il mourra dans des conditions assez troubles à Madère. Toujours est-il que l'Empire austro-hongrois se décompose et toutes les nationalités qui composaient cet empire désirent créer leur propre État et accéder à l'indépendance. Et donc, les Allemands, voyant un par un tous leurs alliés défaits, se demandent s'il serait peut-être temps de signer la paix. Et donc dans le désastre général qui emporte l'Allemagne et ses alliés, une poignée de ses fils vont encore et toujours résister à l'envahisseur. Et là, je vous parle d'un front qui est complètement inconnu. C'est le front de l'Afrique de l'Est orientale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est parce que les colonies allemandes qui participent également à la guerre vont être conquises une par une, à l'exception de l'Afrique de l'Est orientale, qui correspond d'ailleurs aux frontières actuelles de la Tanzanie et du Mozambique, où les Allemands avaient une colonie. Et à sa tête, un homme du nom de Letov Vorbeck, qui, avec une poignée d'Allemands et surtout 12 000 askaris, donc les askaris, c'est des troupes indigènes que vous voyez ici, qui sont équipés par les Allemands et qui vous jurent loyauté à cet officier. Alors, Letov Vorbeck va infliger les pires défaites de l'aveu des Britanniques dans cette date d'opération, menant une véritable guérilla ou une guerre de brousse. Et avec 12 000 de ses askaris et à peu près 300 soldats allemands, il va réussir à mettre en échec plus de 300 000 forces anglo-belges. Ce qui est donc un exploit dans l'histoire militaire. Un exploit tel qu'au moment où l'armistice d'ailleurs sera signé le 11 novembre, les troupes sur ce front d'opération continuent encore de se battre, et c'est finalement au moment où on lui prévient que l'Allemagne doit déposer les armes, qu'il à son tour dépose les armes du côté de la Rhodésie. Donc c'est une figure assez sympathique, d'ailleurs, ce fameux Letov Vorbeck. Vous voyez ici à cheval sur la photo. Poméranien assez indomptable, mais d'un humanisme incroyable. Il défilera donc à la tête de ces 144 survivants soldats allemands, avec tous équipés de leur chapeau de brousse, la seule armée allemande invaincue de toute la Première Guerre mondiale. Et à l'occasion d'ailleurs de sa mort dans les années 60, de nombreux Africains vétérans de ces guerres viendront célébrer les funérailles avec lui, et c'est d'ailleurs à cette occasion que le gouvernement allemand décidera de payer une pension pour ces gens-là. Toujours est-il que en Allemagne, devant la capitulation apparente de tous ses alliés et surtout la percée dans les Balkans et dans le front de l'Ouest, Ludendorff s'écrira alors qu'on ne pourra pas lutter contre le monde entier. Il démissionnera. Et déjà, des émeutes éclatent dans la principale ville allemande, des mutineries ont lieu dans les chantiers, dans les ports de Kiel, et déjà, la révolution gronde. Le Kaiser décide donc d'abdiquer, il n'y aura pas de chant du cygne ou de crépuscule wagnérien, il se contentera de fuir en Hollande avec sa famille, abandonnant le pouvoir, et c'est à cette occasion que la République est proclamée. Et donc, l'armistice suit. Peu après, le 11 novembre 1918. Vous connaissez sûrement tous cet épisode. Par contre, ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est que si les Allemands proposent un armistice aux Alliés, les Français auront aussi la volonté de mettre fin à ce conflit qui les a déjà tant épuisés,
mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas que l'armée américaine prenne trop d'importance, surtout si la guerre commençait à durer jusqu'en 1919. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Américains imposent leur vue sur le futur traité de paix qui allait venir. Quoi qu'il en soit, l'armistice est donc définitivement signé le 11 novembre 1918 et la cessation des hostilités qui en découle à 11 heures après. Et donc, à la proclamation de cet armistice, d'incroyables foules en délire dans les principales capitales européennes se mettent donc dans les rues à chanter, à danser pour célébrer la victoire finale. Alors ici sur la photo, donc, on voit la libération de l'Alsace par les troupes françaises qui défilent devant la cathédrale de Strasbourg. Et tous sont heureux donc, de voir leur attachement à la France après déjà plus de quasiment 40-50 ans d'occupation allemande, ou plutôt d'annexion allemande. Mais la paix va concerner finalement qu'une poignée de pays en 1918. Car, contrairement à ce qu'on peut penser, la guerre ne s'arrête pas du tout, surtout à l'Est, et on compte à peu près une quarantaine de conflits qui naissent pendant ou juste après et qui découlent de la Première Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas tous les faire, évidemment, hein, je vais uniquement vous parler des plus importants. Toujours est-il que je vous ai parlé donc, tout à l'heure donc, de la décomposition de l'Autriche-Hongrie. De nouveaux États donc, vont naître, la Tchécoslovaquie, la Roumanie va récupérer la Transylvanie, les Slovènes vont se libérer et vont rejoindre le futur royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui donnera plus tard la Yougoslavie. Et bon nombre de litiges frontaliers vont naître à ce moment-là, car évidemment chacun de sa part du gâteau, et sous le prétexte de décider du peuple de disposer d'eux-mêmes, on va revendiquer des territoires à d'autres pays, et cela va donner lieu à des conflits armés assez importants. L'un des exemples les plus frappants, c'est sûrement dans le cas de la Pologne, qui va revendiquer tout un ensemble de territoires, soi-disant, entre guillemets, habités majoritairement par des Polonais, ce qui ne sera pas toujours le cas, et qui va donner lieu à plusieurs conflits dont je vais vous parler juste après. Toujours dans le chaos qui continue peu après la Première Guerre mondiale, on a souvent tendance à l'oublier, mais l'armée allemande ne s'est pas forcément repliée en bon ordre. Il y a eu de nombreuses émeutes, de nombreuses exactions de soldats qui ont été réprimés par la police. Et c'est à ce moment-là que la ligue de Spartacus, donc le Spartakusbund en allemand, décide de faire une révolution dans le style d'une révolution bolchevique et essaye donc de prendre le pouvoir à Berlin. Durant une semaine sanglante, les milices spartakistes vont se battre contre les forces donc, de l'ordre de la République, et finalement, après une dure répression et l'exécution des leaders Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, cette révolution donc, va être matée dans le sang. Mais cela n'arrêtera pas les troubles et va fortement fragiliser les assises mal fermentées de la nouvelle et jeune République. D'autres putschs d'ailleurs suivront. Toujours dans le même chaos qui suit donc, la Première Guerre mondiale, je vous ai tout à l'heure parlé de la guerre civile russe, qui est sûrement l'une des plus meurtrières de l'après-guerre. Donc la guerre civile russe, c'est une telle